La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien se penche sur les notions de devenir, processus, événement. Bien, je poserai donc ici 3 termes. Devenir, processus, événement. Alors vous me demanderez, mais pourquoi pas un qui sublimerait les 2 autres, qui les prendrait sous lui? Mais justement, ces 3 termes sont écartés l'un de l'autre et ne parviennent pas à, s'entendre, et encore moins à se ranger l'un sous l'autre. Donc la question, c'est d'abord cette dispersion des notions, avec à l'horizon la question comment dire ce qui nous arrive, en termes de devenir, en termes de processus, en termes d'événements, et qu'est-ce que cela engage de notre façon de penser l'expérience, si l'on reste dans cette dispersion de ces termes. Il y a encore quelques places par là, dans les rangs, donc trouvez place. Et ces 3 termes, si je les prends l'un après l'autre, ils nous mettent tous dans la perplexité. Le devenir, notion suspecte. Suspecte parce que toute la pensée classique a tenu le devenir à l'ombre de l'être, comme un terme dévalorisé, alors que la modernité, elle, au contraire, a tendu à pousser le devenir, à le hisser au-dessus de l'être, comme étant le terme même d'où vient la valeur, le devenir. Donc, le devenir est l'objet d'un grand renversement de la pensée classique à la pensée moderne, et nous laisse donc dans cette inquiétude qui est proprement axiologique. D'où vient notre valorisation de l'expérience? Quel en est le départ? Est-ce en termes d'être ou en termes de devenir? Second terme, processus. C'est un terme de la modernité, lié à la connaissance. Ce sont les sciences modernes qui se sont coulées dans ce terme-là, sans qu'on sache bien d'où il est né. Il n'a pas été intronisé. Et il me semble marqué par une irrémédiable équivoque. Processus, procédéré, avancé, mais est-ce que cette avancée est un progrès ou non, entre procès et progrès, et puis entre le processus comme mode interne de développement, et puis le processus comme mode opératoire, ou dans le monde du management, n'est-ce pas, ou de la technicité, le process. Donc, terme équivoque, indispensable. On ne pourrait pas retirer ce terme-là de notre langue aujourd'hui, mais équivoque. Et enfin, événement. Événement, terme problématique. Événement, ce qui surgit. Le terme qui dit l'émergence. Mais est-ce qu'un événement, ça existe effectivement? Donc, vous voyez 3 termes qui sont dissociés, dispersés, et dont aucun, au fond, n'est assuré. Or, je n'en ai pas d'autres. Donc, nous voici engagés dans ce travail de les reprendre l'un après l'autre, d'envisager leur parti pris, d'envisager ce qu'ils impliquent du point de vue de l'expérience et la façon dont on peut la rendre intelligible. Et la question sera de est-ce qu'on doit rester dans cette pluralité et comment en tirer parti. Alors, la question peut-être paraît un peu terminologique, affaire de notions. Non, mais elle répond à une question essentielle. Comment rendre compte de ce qui arrive? Et si je n'ai pas un terme pour le dire, ce qui arrive, alors qu'est-ce que ça ouvre comme éventail? Éventail de possibilités, mais aussi de complexité. Alors, le plus simple, c'est de devenir, parce que la tradition classique est passée par là, donc le travail est bien fait. Le devenir, est pensé par rapport à l'être, par opposition à l'être, mais d'abord comme ce lieu indéfini où tout arrive, justement. Et c'est ce que vous trouvez dans le grand fragment d'Anaximandre, que j'ai déjà évoqué ici il y a quelques années, où tout, en fait, se loge dans ce terme le plus vaste qui soit, le plus large, le plus illimité, c'est le terme même d'Anaximandre, apeiron, du devenir. Donc, cette sorte de sans limite, cet indéfini au sein duquel tout advient et tout meurt, n'est-ce pas, dans un renouvellement métabolique qui fait le cours des choses.
Alors, ce fragment, vous savez, c'est le fragment unique d'Anaximandre, mais une phrase fondamentale, une phrase qui tente de tout dire. Cette capacité qu'avaient les Grecs du début des Grecs, les Grecs d'avant Platon, cette capacité à, comme ça, tout enlacer, tout enrober dans un seul énoncé. Et cet énoncé, donc d'Anaximandre, se loge dans la pensée du devenir. Et il nous est dit que, donc, une nature indéfinie, au départ des choses, c'est plus un élément qui serait l'eau, qui serait l'air. Non, c'est une sorte de nature indéfinie dont tout genestai, dont tout s'engendre, dont tout advient. Et aussi, où tout s'en retourne, où tout disparaît. Donc, le devenir, c'est le lieu de l'avènement et de la mort, l'avènement et de la corruption, de la naissance et de la destruction. Je cite « Ce d'où il y a, pour les êtres, génération, c'est en cela aussi qu'a lieu la destruction. » Donc, Genesis, Phtora. Et donc, les êtres sont donc... Tout advient. Alors, le tout advient est magnifique parce qu'il est dit dans cet embrassement le plus vaste, quand il est dit cette nature indéfinie, cet apeiron, de laquelle naissent tous les cieux et les mondes en eux. De laquelle naissent tous les cieux et les mondes en eux. Donc, vous voyez cette sorte d'illimité, telle que, tous les cieux, tous les mondes en eux adviennent de là, genestai, sont dans ce devenir. Et donc, devenir, Genesis, Torah, destruction, c'est le rythme du réel. Ce mot réel, évidemment, ne convient pas, mais de tout ce qui peut advenir, selon l'ordre du temps, selon la taxis, tout chronou, kataten, tout chronou, taxin. Selon l'ordre, l'assignation du temps. Bon, donc, tout est pensé dans cette phrase à partir, au sein du devenir. Alors, évidemment, l'inverse, c'est Parménide, c'est penser l'être. Et donc, les Grecs ont pensé la pensée dans cette opposition. Mais ce qu'on doit aux Grecs, au fond, c'est l'extrême clarté, ce geste décidé, décisif, par lequel ils mettent de l'ordre dans la pensée. Alors, cet ordre, ensuite, on ne cesse de le travailler, de le renverser, mais en tout cas, cet effet de clarté qu'ils ont introduit par la détermination dans la pensée, et cette grande opposition qui, en fait, est la grande opposition grecque, celle qui est matricielle de tout le reste, qui est celle du devenir, tel qu'on vient de l'évoquer, et de l'être. De l'être dont la définition, c'est qu'il ne devient pas. C'est ça, sa définition même. Et vous la trouvez dans Parménide, dans ce fragment 8, que j'ai eu l'occasion aussi déjà de commenter un peu, parce qu'il est fondamental, c'est le premier texte articulé, raisonné de la pensée européenne. Alors, fragment, certes, parce qu'on n'a pas conservé le texte, mais on l'a gardé dans les textes plus tardifs, à titre de citation, et qui essaie de penser ce que c'est que l'être. Et la définition première de l'être, c'est par opposition au devenir. Ce qui reste donc, comme énoncé possible, c'est que l'être est, et il est comment ? En étant sans naissance et sans trépas, il est. En étant être, c'est être sans naissance, sans trépas. C'est comme ça qu'il est. Donc il ne vient de rien. Il ne peut ni naître ni périr. La seule opposition, c'est être ou ne pas être. Et vous voyez, c'est un premier texte développé de la pensée en Europe, donc argumenté. Donc il réfléchit sur cette impossibilité, incompatibilité foncière entre l'être et le devenir. S'il est, il ne peut pas devenir. Comment pourrait-il exister par la suite comme étant ? Comment pourrait-il l'être devenu ? Et donc ce questionnement qui interroge quoi ? Qui interroge non seulement la compatibilité, mais la façon dont l'un se définit par opposition à l'autre. Donc l'exclusion la première, l'exclusion radicale, c'est celle de l'être et du devenir. Et c'est donc argumenté, je dis premier texte argumentant, je cite, parce que s'il est devenu, c'est qu'il n'est pas plus que si un jour il doit être.
Voilà quelque chose qui a construit la pensée grecque, il faudrait que je m'y arrête un instant, par cet effet donc de coupure, d'opposition, de contradiction, donc voilà, l'antithèse, l'antinomie, ce qui va dresser la grande scène de la métaphysique, le devenir ou l'être. Alors, grande scène de la métaphysique, évidemment, qui se construit non seulement par cette opposition, mais par l'axe qui oriente cette opposition. Et le fait que la morale va se concevoir dans la tradition ontologique, celle de l'être, comme étant délaissement du devenir pour se hisser à l'être. Donc au fond, toute notre vie se joue dans cette capacité à quitter le devenir pour s'élever à l'être. C'est là qu'il y a le geste éthique fondamental pour les Grecs, en tout cas pour le choix de l'ontologie. Ce n'est pas toute la pensée grecque, mais c'est celle qui s'articule en tout cas dans cette opposition de l'être et du devenir, et qui a pour nom Platon. Alors vous avez dans la Politeia, dans la République de Platon, des phrases absolument sans embâge, complètement maîtrisées pour dire que la vie humaine se dessine dans cette capacité à s'élever du devenir à l'être. Je vous dis quelques formules. Au livre donc 6 de la Politeia, convenons d'abord que les esprits philosophiques sont toujours épris de la science, qui peut leur dévoiler quelque chose de cette essence éternelle, inaccessible aux vicissitudes que produisent la génération et la corruption. Génération, génésis, le devenir. Donc, la philosophie, c'est avoir cet éros. J'avais insisté la dernière fois sur ce désir, cette pulsion d'apprendre, mathéma. Donc là, on a quitté la sagesse au sens commun du terme. On a pensé la sagesse comme étant la philosophie comme étant cet éros qui me porte à l'apprentissage. Apprentissage de quoi ? De ce qui est. Et de ce qui est donc par opposition à ce qui n'est fait que devenir. Donc le devenir est à l'ombre de l'être, c'est la perte de consistance, c'est l'obscurité, c'est l'enlisement, c'est donc ce dont il faut se détacher pour commencer à s'élever à la connaissance donc en tant qu'elle est éternelle, en tant qu'elle est identique. Bref, ça c'est le grand choix, quelque part un choix monstrueux, mais de ce qu'on appellera mathéma, l'apprentissage. Et voyez comment la question de la connaissance, il oriente l'existence. Il oriente l'existence, puis l'existence, c'est répondre à cette exigence de la connaissance de ce qui est, et donc, la nécessité d'abandonner à son triste sort le devenir. Plus qu'en termes, en fait, que de sensible et d'intelligible, qui ne viendront qu'après, c'est d'abord cette opposition-là, ces deux ordres. Le devenir, donc il n'y a pas de consistance propre, auquel on oppose l'être, qui lui est capable d'ousia, d'essence, c'est-à-dire de consistance et de stabilité. Alors, c'est ce que vous trouvez dans tous les... de bout en bout dans la Politeia, dans ce texte constitutif, que j'évoque seulement parce que, bon, ce que je disais à l'instant des Grecs, les Grecs ont fait ce travail essentiel de mettre de la clarté dans la pensée. Nous sommes dépendants d'eux parce que nous dépendons de cette clarté. C'est d'eux que vient la clarté. Ensuite, nous cessons, nous, de jouer avec, rejouer la partie. Mais la partie, elle est installée par eux. Elle est installée dans ce pli du verbe être et du devenir, dans cette opposition. Donc c'est là que la dimension morale se précise, mais se précise en s'appuyant ou en découlant de cette opposition de l'être et du devenir, donc des deux ordres de réalité, l'un consistant et l'autre inconsistant, l'un promis à la clarté et l'autre promis aux ténèbres. Un peu plus loin dans la Politeia, au livre 7. Et pourtant, repris-je, si dès l'enfance on opérait l'âme, comme on opère le corps, il faut donc l'opérer pour l'entraîner dans une conversion qui est la suivante. On opérait l'âme ainsi conformée par la nature et qu'on coupa, si j'ai pu dire, ces masses de plomb,
Couper comme on coupe des chairs inutiles ou un membre qui ne fait plus ce qu'il faut. Bref, couper comme des masses de plomb qui sont de la famille du devenir. Donc il y a des masses de plomb, molybdidas, n'est-ce pas, des masses de plomb qui tirent vers le bas, et ce bas, c'est le devenir. Et donc il faut couper, trancher ces masses-là pour que, nous puissions nous hisser vers l'être. Donc, si je puis dire, ces masses de plomb qui sont de la famille du devenir et qui, attachées à l'âme par le lien des festins, des plaisirs et des appétits de ce genre, en tournent la vue vers le bas. Si débarrassée de ces poids, on l'a tournée vers la vérité, cette même âme, chez les mêmes hommes, la verrait avec les plus grandes nettetés, comme elle voit les choses vers lesquelles elle est actuellement tournée. Donc il faut opérer quoi? Une conversion. Couper ce qui nous plombe, ces masses de plomb, pour tourner, tourner du bas vers le haut, tourner vers le haut notre regard, délaissant donc le devenir de génération et de corruption, pour se tourner vers ce qui est effectivement. Et ce qui me paraît important, là, c'est la force de ce grand schéma qui, doit en marquer de la conversion, qui est une conversion du bas vers le haut, donc qui en donne toute la pensée morale. Le terme négatif, c'est donc pas le mal. C'est même pas vraiment le sensible. C'est le devenir. C'est là où, justement, et le mal et le sensible, tout ça ont leur lieu d'être, n'est-ce pas? C'est le devenir. Le devenir est donc ce terme premier pour désigner ce dont il faut s'écarter. Bon, autre formulation, mais tout aussi forte, avec cet effet de brièveté, même de sentence ici, un peu plus loin dans la Poétéia. Quelle peut donc être, Glaucon, la science qui attire l'âme de ce qui naît à ce qui est? De ce qui naît, en fait, c'est to gignomenon. Ce qui naît, ce qui devient, ce qui advient. Donc, l'ordre de l'impermanent. Donc, de ce qui naît à ce qui est. Apo to gignomenu, epi to on. Donc voilà, c'est orienté. L'axe axiologique est décidé de ce qui devient à ce qui est effectivement. Mais ce qui fait la force de ce geste et comment il associe à la position de ces deux mots, à leur exclusion, eh bien, une conception globale de la possibilité morale dans cette sorte de trajet de l'un à l'autre, donc de conversion. Bon, tout cela, je l'avoue, nous fatigue un peu. Parce que c'est dit, c'est redit, ça fait 2500 ans qu'on le répète. Bon, bref, on fait tout aujourd'hui pour sortir de ça. Simplement, c'est là. Et sortir de ça, jusqu'à quel point c'est possible? Est-ce qu'on n'est pas encore pris dans ce cadre-là, tellement il a été fortement instauré, nettement instauré, et donc la pensée moderne n'a été de cesser de se battre contre ça pour trouver une issue à cette opposition axiologique, ontologique d'abord, axiologique ensuite, de l'être et du devenir. Donc c'est le chapitre de la modernité. La modernité, c'est cet effort pour casser cette opposition, voire renverser les termes. Casser cette opposition pour la dialectiser, ça c'est Hegel. Renverser ces termes, ça c'est Nietzsche. Et donc la modernité, celle du XIXe siècle, celle qui accouche de l'histoire. Ah oui, il fallait casser cette conception du devenir à l'ombre de l'être pour penser l'histoire. C'est la grande opération de la pensée moderne et du XIXe siècle en particulier. Donc, qu'est-ce que cette opposition brute, ne produisant rien, de l'être et du devenir, de façon à ce qu'elle produise, ça c'est Hegel, de façon à ce qu'elle produise dialectiquement, de façon à ce que le devenir soit ce qui est produit à partir de l'opposition de l'être et du néant. Donc là, le devenir est ce terme produit, ce terme fécond, engendré à partir de cette opposition
non plus de l'être et du devenir, mais de l'être et du néant, dont procède le devenir. C'est là que ça monte la dialectique. Vous trouvez ça, là encore, excusez-moi de ce début où je passe par les grands textes de la philosophie, mais on ne cesse de les ruminer. Qui est donc le début de la logique de Hegel. Non, c'est important, c'est le début de la logique. C'est là que le rideau se lève. Et se lève sur quoi? Bien sûr, ces deux termes, l'être, puis son opposé, ou ce qu'on croirait son opposé, le néant, le non-être. Mais en fait, c'est là le coup de génie de Hegel qui donne sa force à la dialectique, c'est que l'être abstrait, posé au début comme ça, donc vide, non déterminé, non médiatisé, et le néant, posé en face de lui, aussi vide que lui, c'est équivalent. C'est équivalent, et donc le devenir va être le terme qui va, au creux de cette opposition, où les deux termes s'allument l'un dans l'autre, va être le terme produit à partir de cette opposition, enfanté par elle, qui va être le terme prometteur, le terme fécond, celui dans lequel on pourra penser notamment l'histoire. Donc c'est ce début, aussi en effet de fanfare, de la logique de Hegel, sous le chapitre théorie de l'être et l'être. Alors, bien sûr, on commence par l'être. Par quoi pourrait-on commencer d'autre? Simplement, l'être pur, donc sans commencement, puisque c'est lui qu'on pose au début. L'être pur, sans commencement, donc qui est aussi l'immédiat. Commencement, pur, immédiat, c'est-à-dire non encore déterminé, non encore entré dans la détermination, non encore entré dans la médiation. Cet être pur, cet absolu premier, il est vide. Il est vide. Et vide parce que non déterminé, donc vide. Et c'est en ce sens-là qu'il trouve comme équivalent son contraire. Bon, il y a la force là, de Hegel, c'est quand même de commencer sa logique par une pensée paradoxale, que l'être et le néant s'équivalent. Donc là, c'est là qu'il y a le coup de force, qui n'est pas un coup de force, qui est en fait un dérangement des catégories rangées par opposition, l'être, le non-être, ça s'oppose. Non, pour montrer qu'en fait, au départ, l'être, comme commencement, dans sa pureté, dans son immédiateté, pris comme début, n'est-ce pas? Et donc est vide. Vide parce que non encore déterminé, non encore entré dans un début de détermination. Donc étant vide, il est l'équivalent du néant. Ce que vous trouvez au paragraphe suivant. Or cet être pur, je cite, est l'abstraction pure. Donc, abstraction pure au sens qu'il n'a pas commencé à entrer dans une effectivité concrète. Est l'abstraction pure, partant, pris pareillement en sommité, le néant. Donc l'être pur, pur commencement, vide comme il est, parce que sans déterminité, équivaut au néant. Il s'en est ensuivi la deuxième définition de l'absolu, à savoir qu'il est le néant. En fait, elle est contenue dans ce qu'on énonce lorsqu'on dit que la chose en soi est ce qui est indéterminé, absolument sans forme, et par là sans contenu. Bon. Et troisième terme de logique, c'est le devenir. C'est quand justement l'un et l'autre, l'être et le néant, sortent de leur indétermination et commencent à se rencontrer. De cette rencontre et de l'unité qui advient de l'être et du néant, eh bien, s'engendre le devenir. Paragraphe 41. Le néant en tant que ce néant immédiat, comme l'être était l'être immédiat, égal à soi-même, comme l'être était égal à soi-même, puisque non encore déterminé, non encore médiatisé, et de même, inversement, la même chose que l'être. Donc, l'être se renverse dans le néant se renverse dans l'être. La vérité de l'être ainsi que du néant, pourtant, vérité, là, ils sont, parce que l'un et l'autre sont dans l'abstrait, pas encore effectivés, mais la vérité de l'être ainsi que du néant est par suite l'unité des deux. Cette unité est le devenir. Vous voyez, ce qui se modifie radicalement, et ce qui fait modernité, c'est qu'au lieu de rester dans l'opposition et l'exclusion de termes antinomiques, eh bien non, la dialectique, qui n'est pas la dialectique
du discours de Platon, mais la dialectique qui va devenir la dialectique de l'histoire, justement, croise les deux, l'être et le néant, les croisant, fait apparaître, promeut leur unité, qui est la vérité. Qui est la vérité, vérité se réalisant dans l'histoire. Alors, évidemment, Hegel est bien conscient de ce qui n'est pas un tour de force, de ce qui est, disons, la force du paradoxe. Force du paradoxe fondateur d'une logique totalement rationnelle. C'est là qu'est la puissance de cette pensée. Je cite, « La proposition « être et néant sont la même chose », entre guillemets, « être et néant sont la même chose », apparaît pour l'argumentation, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas élevée à la raison, comme une proposition si paradoxale que peut-être elle ne la tient pas pour sérieusement penser. Est-ce que je suis en train de rire quand je dis que l'être et le néant, c'est équivalent? Non, qu'est-ce qu'il faut défaire d'une logique d'entendement, tenant les termes opposés comme opposés, dans leur isolement, pour promouvoir une pensée de la raison, qui justement est la raison dialectique, celle qui sait croiser les opposés de façon à en promouvoir une fécondité. Bref, vous voyez que là, il se passe quelque chose d'essentiel parce que, s'ouvre la possibilité de penser l'histoire. C'est plus le devenir des naissances et des corruptions, c'est la possibilité de penser l'histoire dans cette entre-deux, dans cette unité de l'être et du néant, quelque chose qui va se promouvoir, et promouvoir dans sa vérité, qui est sa fécondité, qui devient, qui fait qu'on passe de l'abstrait, des termes premiers, des termes de commencement, être et néant, pour entrer dans l'avènement concret. Qui s'appelle l'histoire. Vous me suivez? Parce que je commence avec des références massives, avec une grosse machinerie, en quelque sorte. Mais justement, je voudrais voir comment... d'abord, parce qu'on passe toujours dedans. C'est le premier point. Et puis, secondo, qu'est-ce qu'on appelle la modernité? Si ce n'est pas cet effort immense pour secouer ce qui a été si bien comme ça installé, à titre d'antinomie, à titre dont, vous voyez comme la machine marche bien chez Platon. Elle constitue la connaissance, passer du devenir à l'être, elle constitue la morale, s'élever de l'un à l'autre parce qu'on passe de ce qui devient inconsistant à ce qui est éternellement. Et donc, comment fissurer ce fort appareil pour... penser dialectiquement, ça c'est Hegel, ou par inversion, le fameux renversement des valeurs, ça c'est Nietzsche. C'est vrai que Nietzsche dit que malgré nous sommes tous hegeliens, lui aussi, même s'il a horreur de Hegel, n'est-ce pas? Mais il y a cette opération hegelienne qui a été de faire entrer l'histoire dans la pensée. Alors chez Nietzsche, l'opération aboutit au renversement. D'un côté, vous voyez, la dialectique, ce n'est pas le renversement. La dialectique, il y a deux termes premiers, être et néant, qui, dans leur croisement, qui, au sein de leur unité, vont promouvoir une vérité, celle du devenir. Alors que chez Nietzsche, c'est bien en termes de renversement le plus accompli. Donc le renversement, c'est que qu'est-ce qu'on va promouvoir? C'est pas l'être, c'est le devenir. Le devenir, et on va donc passer, non pas du devenir à l'être, comme chez Platon, mais l'inverse. De l'être, se hisser au devenir, se hisser à l'intelligence du devenir. Donc là, c'est bien inversion. En même temps, passer de Hegel à Nietzsche, c'est changer de langue, changer de ton. C'est ce qui fait la richesse de la philosophie en tant qu'elle s'écrit. Et j'avais insisté en dernier sur le fait que le philosophe écrit et est écrivain, parce que chaque fois, il est l'auteur d'une intrigue. L'intrigue de l'être et du néant chez Hegel, et l'intrigue de quoi? L'intrigue chez Nietzsche de ce qu'il va appeler la philosophie tragique. Tragique qu'il va opposer à pessimiste. La philosophie pessimiste, elle a un nom horrible, c'est Schopenhauer.
c'est le malheur de la vie, etc. Non, alors qu'est-ce que c'est que tragique par opposition à pessimiste? Tragique, ça sera sous la figure de Dionysos, ça sera sous la figure d'Héraclite, ça sera le terme nietzschéen. On trouve ça dans ce livre que j'aime beaucoup, juste avant que Nietzsche devienne fou, donc un effet de lumière, là, en fin de vie, qui est Ecce Homo, voici l'homme, n'est-ce pas? Et où il résume son parcours philosophique. Vous avez une bonne traduction en français, avec en plus le texte allemand en regard, donc de quoi travailler. Où il nous dit ceci, à propos de son premier grand texte, La naissance de la tragédie. En ce sens, je suis en droit de me considérer comme le premier philosophe tragique. Je crois que tout philosophe prétend être le premier. Ça, c'est une sorte d'atavisme de la philosophie. On essaie de reconduire cette idée folle, mais qui fait plaisir, n'est-ce pas? Je suis le premier. Tout philosophe dit ça. Descartes, mais Kant, mais tous. Et est-ce une pure folie philosophique? Sans doute, mais nécessaire. Il faut qu'on croie pouvoir être le premier à penser. Sinon, on ne pense pas. Sinon, on est dans les pieds des précédents. On ne fait que reconduire, répéter. Bref, non, il faut avoir cette audace folle de dire « je suis le premier ». Donc, je suis le premier, dit-il, est l'extrême opposé et l'antipode exact, précis, d'un philosophe pessimiste. Il ne donne pas son nom, mais on le connaît. Avant moi, n'est-ce pas? Avant moi, on ne connaît pas cette transposition du dionysien en pathos philosophique. La sagesse tragique fait défaut. Alors, j'ai cherché en amont de moi des traces comme ça, des précurseurs, des Saint Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Des gens qui auraient préfiguré mon savoir. Il y en a un, pour une fois, il est assez dédaigneux à l'égard des Grecs, des grands Grecs, c'est-à-dire des Grecs avant Socrate. Avec Socrate, justement, c'est le début de la philosophie pessimiste. Les grands Grecs, donc ceux d'avant Socrate. Il me restait un doute au sujet d'Héraclite, dont la fréquentation me met plus à l'aise et me réconforte plus qu'aucune autre. L'acquiescement à ce qui périt, et il souligne, est anéanti. On détestait le devenir parce que le devenir, c'était le lieu de la naissance et de la corruption et de la destruction. Bien non, le geste de Nietzsche, c'est de dire, ben non, je vais acquiescer, dire oui, ja sagen, dire oui à l'un comme à l'autre, y compris à la destruction, y compris à la mort, y compris à ce dont on a eu jusqu'à présent horreur. C'est ça, la capacité tragique, par opposition au pessimisme. Oui, la phrase est importante. L'acquiescement, en allemand, c'est plus fort. Bejahung. Dire ja, dire oui. Dire oui à quoi? À ce qui est péri, des Vergehens et Vernichtens, qui réduit à rien, néant, nicht, Vernichtens. Et il souligne évidemment ce Vernichtens, ce qui s'anéantit. Donc il faut non seulement accepter, mais il faut dire oui au fait que, ben oui, le devenir est le lieu de l'émergence comme de l'anéantissement, et ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est-à-dire, oui, qui a valeur morale. Ce qui est décisif dans une philosophie dionysienne, c'est dire oui à la contradiction et la guerre, au lieu de penser l'harmonie, objet classique de la philosophie. Donc, ja sagen, zu Gegensatz und Krieg. Dire oui à la contradiction et à la guerre, le devenir. Donc, le devenir qu'on a comme ça dédaigné, parce qu'il était lieu, justement, de la contradiction, des oppositions, bref, opposé à la clarté et à l'harmonie des essences, non. Le devenir comme lieu de la contradiction, comme lieu de la guerre, comme lieu de l'anéantissement, ce devenir, c'est lui à qui il faut dire oui. Et c'est lui qu'il faut prôner comme étant source de valeur, le devenir. D'où la formule suivante, je répète donc, dire oui à la contradiction et à la guerre, le devenir, das Werden, impliquant le refus du concept même d'être. Refus de l'être. Prôner le devenir contre l'être. C'est là le grand renversement. Umwertung aller Werte, le renversement de toutes les valeurs. Donc prenez le devenir comme arme de guerre, si j'ose dire, pour s'émanciper de la pensée de l'être, de la pensée ontologique, de la pensée de l'éternité, de la pensée de l'identité, etc. C'est pour ça qu'il y a cette pensée de l'éternel retour chez Nietzsche, n'est-ce pas, ou de la mort fati, et il passe d'Héraclite aux stoïciens, le fait de dire oui à tout,
y compris à la destruction, y compris à la mort, tout accueillir, ne plus trier. C'est ça la capacité, disons, essentielle, et qui fait la capacité tragique, parce que justement, ce qui pourrait nous faire peur, n'est-ce pas, en termes de destruction, de mort, de corruption, au contraire, n'est-ce pas, on l'assume. Et on assume jusqu'à son éternel retour. Donc, on ne trie plus, on dit oui à toutes les possibilités. Donc, vous passez. Donc, la formule est forte parce qu'elle implique de renversement, c'est toute la stratégie philosophique de Nietzsche, n'est-ce pas? Opérer le plus loin possible, le plus. Donner la plus grande extensivité possible au renversement. Quand il dit « dire oui à la contradiction et à la guerre », le devenir, souligné, das Werden, impliquant le refus du concept même d'être. Donc sortir de l'être. Sortir de l'être et de tout ce que l'être implique en termes de connaissance et en termes de morale. Encore une fois, sous la figure de l'identité, de l'éternité, de ce qui n'est plus du devenir. Vous trouvez cela dit dans un peu plus loin, toujours dans Ecce Homo, donc ce livre récapitulatif de sa pensée, à propos du Zarathustra. Quand il dit « l'âme qui est et qui veut accéder au devenir ». L'âme qui est, ça c'est le point bas, l'âme qui est. Hein. Dit « Seiende Seele », l'âme qui est, et qui veut, avec tout ce que vouloir est d'essentiel chez Nietzsche, et qui veut, welche ins Werden, donc qui veut aller dans la direction du devenir, c'est-à-dire où tout advient dans son innocence, comme dit Nietzsche, Unschuld, dans sa capacité d'émergence, non plus à l'ombre de tout ce qu'on projette sur la vie, à l'ombre des jugements, à l'ombre des catégories, à l'ombre de tout ce qu'on projette et qui range. Non, pensez le devenir comme justement ce qui advient dans sa pureté, dans son innocence, c'est le terme du chien, c'est-à-dire non encore recouvert, non encore abîmé par les constructions de l'esprit, par toutes les rationalisations qui en fait ne sont qu'autant d'expressions de peur à l'égard du devenir, à l'égard de ce qui arrive. Donc la raison s'est construite comme une sorte de machine de guerre pour, essayer de rabattre le danger ouvert par ce devenir qui ne cesse comme ça d'innover, et donc dans on ne cesse d'essayer de recouvrir cela pour se rassurer, pour croire connaître, pour, disons, ranger cela dans l'attendu. Bon, dit en d'autres termes, le devenir, c'est l'inouï. C'est-à-dire ce qui ne s'est pas encore laissé ranger dans les catégories attendues, entendues de la pensée. Alors, cette gratuité du devenir, parce que non rangé encore dans des catégories, dans des causalités, dans tout ce qui déjà commencerait à abîmer cette capacité de pur advenir, qu'il faut savoir donc accueillir dans sa complétude, et la mort aussi bien que la vie, vous le trouvez déjà évoqué dans ce texte, il y a un des premiers grands textes de Nietzsche, Aurore. Le titre Aurore le dit, n'est-ce pas? C'est Morgenroth. Nietzsche dit, c'est au fond le texte que j'ai écrit dans la joie. Et c'est un texte le premier texte où Nietzsche, en fait, sous le thème de la figure de l'aurore, pense cette sorte de capacité à situer la capacité de vivre à ce stade d'émergence, non encore menacé par le savoir, non encore, disons, rangé par la moralité, bref, dans cette capacité de pure émergence, d'essor. Et donc, avant qu'on commence à trier, je vous cite dans Morgenroth, Aurore, cette phrase dans un paragraphe dont le titre est « Pour l'éducation nouvelle du genre humain ». Éducation nouvelle du genre humain, parce qu'il faut que le genre humain, justement, se convertisse, mais à l'envers de la conversion platonicienne, se convertisse pour justement s'ouvrir à ce qu'il n'a fait jusqu'à présent qu'occulter ou que rabattre, qui est s'ouvrir à cette capacité d'accueillir l'émergence de ce qui vient, sans déjà commencer à projeter sur lui notre peur, notre désir, bref, commencer à l'assujettir à nous-mêmes,
Non, l'accueillir dans ce qui est sa force propre d'invention. Il dit ainsi, on a entièrement dépossédé de son innocence la pure contingence de ce qui advient. Le français n'est pas très bon là. Die ganze reine Zufälligkeit des Geschehens. Geschehen, ce qui arrive, ce qui m'arrive. Des Geschehens, ihr Unschuld gebracht. Schuld, c'est la culpabilité. Unschuld, non, il faut justement passer de la culpabilité qui nécessite d'entacher notre pensée du devenir et donc de la vie pour parvenir à cette Unschuld, à cette innocence qui est donc cette capacité d'accueillir ce qui vient, ce qui arrive, sans commencer à projeter sur lui sa peur ou sa raison, toute stratégie qui tende à abîmer, rabattre cette capacité d'émergence qu'il faut de préserver dans ce qu'elle a d'absolument prometteur, bref, dans son élan premier. Alors, je vais venir au second terme qui fait sécession, voire s'oppose à la pensée du devenir, ou à l'opposition du devenir et de l'être, qui est ce terme dont on se demande bien comment il nous est venu, qui est le terme de processus. Pour voir comment il peut se ranger par rapport à ce terme du devenir, ou pas. Ce terme de processus que je trouve inquiétant parce que, d'abord, si vous consultez les dictionnaires sur processus, vous ne trouverez quasiment rien. Or, on a ça à la bouche tout le temps, n'est-ce pas ? À la fois, c'est un terme indispensable. Toutes les sciences modernes se sont développées donc, au creux de cette pensée des processus. En même temps, très faible réflexion philosophique sur le terme lui-même. Je regarde plusieurs dictionnaires. Alors, sur procession plotinienne, vous avez des pages et des pages, n'est-ce pas ? Là, c'est rangé. Mais sur processus, on vous signale, bien sûr, Marx, mais en hâte. Et finalement, c'est un terme dont on demande d'où il vient. Terme assurément de la modernité. Mais qui a été comme ça, dans lequel s'est plié le développement des sciences, toutes les sciences, hein, la biologie, à l'histoire, bien sûr. Donc, devenu indispensable, rendu indispensable par son usage, en même temps qu'il n'a pas vraiment été réfléchi, et aussi qu'il reste relativement équivoque. Donc, je voudrais m'arrêter un instant sur cet équivoque du processus. Donc, terme moderne qui, en quelque sorte, prend le relais du devenir. Mais lui, du point de vue de la connaissance des sciences, des diverses sciences, terme indispensable, dont on ne peut pas s'en passer, mais dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, sans acte de naissance. Vous voyez, pour le devenir, oui, j'ai des textes qui sont des textes constitutifs. Pour la pensée du processus, il en va de même. Et je dis terme équivoque, d'abord parce que elle vient du latin. Processus, procedere. Procedere, pro devant, procedere, avancer. Mais qu'est-ce que c'est que avancer ? Avancer. Si je prends les termes en latin, s'avancer, sortir de la tente et s'avancer dehors. Voilà, procedens. Ou le jour s'avance. Dies procedens. Mais là où il équivoque, c'est entre avancer et progresser. Le jour avance, le jour progresse. Vous trouvez en latin avancer dans les honneurs. Ah oui, si on avance dans les honneurs, c'est donc qu'on progresse dans la carrière. Donc il y a une ambiguïté première qui est de qu'est-ce que c'est que avancer. Et cette ambiguïté, je crois, plutôt c'est équivoque. Cette équivoque, elle ne lâche pas le terme, et on la retrouve chez tous les grands penseurs qui ont pensé dans ce creuset du processus, mais les plus grands au XIXe siècle, et Marx et Freud, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu ne pas œuvrer au sein du terme de processus, sans n'avoir peut-être jamais vraiment réfléchi ni l'un ni l'autre. La formule se trouve déjà chez Hegel, n'est-ce pas ? La vie comme procès, chez Hegel. Das Leben als Prozess, la vie comme procès. Mais donc, c'est un texte qui sert, dont on ne peut pas ne pas se servir,
devenu indispensable dans le déploiement des sciences modernes, et en même temps qui n'est jamais vraiment tiré au clair, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un terme moderne. Moderne au sens où on n'a pas de traces dans la pensée antique, et même pas chez celui où on pourrait croire qu'on pourrait le trouver, qui est Aristote. On dira, parce qu'Aristote, penseur du mouvement, penseur qui s'est écarté de Platon, donc il ne pense pas selon la même logique ontologique, et qui pense en termes de puissance et d'acte, de dynamisme et d'énergeia. Donc est-ce que Aristote ne serait pas un penseur du processus déjà? Non. Non, parce qu'il reste dans les termes de l'être, et parce que chez lui, la forme modèle, eidos, qui est la fin, telos, sont premières. Et donc il n'y a pas possibilité d'imaginer le processus dans le cadre théorique d'Aristote. Il faut donc cette rupture de la modernité, il faut avoir cassé justement le schéma aristotélicien de la puissance à l'acte pour pouvoir penser cette possibilité du processus. Alors, je prends deux lieux, parmi infiniment d'autres, mais qui sont deux lieux, là encore, cardinaux. Chez Marx, d'abord, pour m'interroger sur l'équivoque de ce terme chez Marx. Et peut-être le fait que ce terme est irréductiblement équivoque. Ce n'est pas parce que Marx pense mal, c'est parce que le terme peut être, tel qu'il est plié pour nous, de la façon dont il vient se substituer à la pensée du devenir, dont il vient s'impliquer dans la pensée de l'histoire, eh bien, est marqué d'une équivoque peut-être indépassable. En tout cas, dans le schéma, dans, disons, le perspective de pensée de la pensée européenne. Je citerai juste une page du Capital. Oui, ceci. Il faut qu'il s'organise sur la notion de processus, en même temps que cette notion non seulement n'est pas tirée au clair, mais joue de façon, disons, équivoque. Je cite, « Une fois que ce procès de transformation a décomposé de façon suffisamment profonde et globale l'ensemble de la vieille société. » Bon, processus ici désigne processus de modification, d'évolution, de modification de la société précédente et donc permettant l'avènement d'une nouvelle société. Là, on est en train d'analyser le passage, la façon dont la société précédente aboutit à la société capitaliste qui elle-même va être renversée dans la société socialiste. Donc là, c'est le schéma où processus signifie ce cours de transformation des choses. Quelques lignes plus loin, à mesure que diminue régulièrement le nombre des magnats du capital qui usurpent et monopolisent tous les avantages de ce procès de mutation continue, on est encore dans ce sens qu'il y a l'idée essentielle de continuité. C'est ça qu'apporte le processus. C'est que le processus est continu. Les processus se pensent sous cette, non plus dans l'opposition de l'identique et du changeant, mais de la continuité, procédérée. Ça ne cesse d'avancer. Et deux lignes plus loin, bon, non, j'ai oublié de dire entre deux, s'accroît le poids de la misère, de l'oppression, de la servitude, de la dégénérescence, de l'exploitation, mais aussi la colère d'une classe ouvrière en constante augmentation, formée, unifiée et organisée par le mécanisme même du procès de production capitaliste. Là, procès prend un autre sens. Procès de production capitaliste, et plus le sens de processus au sens de transformation interne, et donc se rangeant du côté de l'évolution, mais le procès de production capitaliste, où procès devient ici, prend un sens fonctionnel, voire opératoire. Autre sens de processus, mode opératoire. Et un peu plus loin à la même page, non, c'est une page après, mais c'est le même développement, la production capitaliste engendre à son tour, avec l'inéluctabilité d'un processus naturel, alors qu'est-ce que c'est qu'un processus naturel? Sa propre négation, c'est la négation des négations. Alors là, vous trouvez le sens marxiste venu de Hegel, donc le procès comme développement interne à partir de la contradiction. La grande idée introduite par Hegel, c'est que la contradiction n'est pas seulement externe, comme l'a pris toute la pensée classique, mais qu'elle est aussi interne, ou plus essentiellement interne. Donc elle est ce qui fait travailler du dedans. Elle fait travailler du dedans, y compris, elle fait travailler du dedans l'histoire. Donc l'idée que c'est la contradiction qui est das Bewegende, ce qui met en mouvement, ce qui fait travailler. Et donc, comment ça travaille, la contradiction?
c'est que ça vient nier l'état précédent, et cette négation elle-même entraîne sa négation. Vous voyez la négation ici redoublée, c'est quoi? C'est le capitalisme qui vient nier la société précédente dans son mode de production, et qui lui-même est nié, donc négation redoublée, par l'insurrection du prolétariat. Donc vous avez donc cette vision marxiste banale, la vulgate marxiste, mais qui vient quand même d'une pensée essentielle, là encore, hegelienne, qui est là aussi une pensée de la modernité, qui est que la contradiction n'est pas seulement externe. C'est encore la position chez Spinoza, mais qu'elle est interne, et que c'est qu'elle soit interne qui la rend féconde, qui fait qu'elle est motrice, qui fait qu'elle peut promouvoir l'histoire, et notamment donc promouvoir ce procès de transformation interne est nécessaire, parce que nécessaire du fait même de la contradiction et de son jeu propre, qui permet, quoi? Le progrès. Vous voyez qu'ici, procès et progrès, dans ce dernier sens, se rejoignent, puisque c'est ce procès à partir de la contradiction interne entre classes, n'est-ce pas, qui fait que, de façon nécessaire, se développe et se promeut dans l'histoire un affranchissement qui est celui par le prolétariat. Bon, vous voyez que dans une même page ou à peu près, processus est pris dans différents sens, qui sont d'une part, un sens banal de transformation interne, dans sa continuité, le sens de mode opératoire, d'opérativité, et le sens plus précis qui est de transformation à partir d'une contradiction interne, négation de la négation, et donc progrès. Si je me tourne maintenant, en allant très vite, du côté de Freud, on voit aussi que la notion de processus est nécessaire. C'est au sein de la notion de procès que peut s'organiser la pensée nouvelle, sans pour autant que la notion de processus soit réfléchie pour elle-même. Mais elle est par où le vecteur où se rend possible cette invention de la pensée, comme chez Marx ou comme chez Freud. Je vois important de s'attacher à ces termes qui sont des termes, disons, véhicules, moyens, dont on ne sait pas, donc qui sont venus par une nécessité qui n'a pas été souvent réfléchie, et donc avec un statut souvent non totalement élucidé, mais qui permettent un avènement dans la pensée. Alors, chez Freud, c'est clair, je m'arrêterai en tout cas à cette opposition-là, les processus primaires et secondaires, comme les deux modes de fonctionnement de l'appareil psychique, là je vais très vite. Processus primaire pour le système inconscient, au stade où l'énergie psychique s'écoule de façon libre, c'est-à-dire au sens de non lié, s'écoule de façon libre, donc passant sans entrave d'une représentation à l'autre, selon des fonctionnements que Freud a bien élucidés, mécanisme, comme il dit, déplacement, condensation, etc. Donc, type de processus primaire, au niveau de l'inconscient. Puis, processus secondaire, au niveau du préconscient ou du conscient, où là, l'énergie psychique n'est plus libre, en gros, faisant ce qu'elle veut, mais devient liée avant de s'écouler de façon donc qui sera contrôlée par le moi, et qui fait que les représentations investies sont plus stables, mais aussi la satisfaction portée à sa journée. Et donc, mettant à l'épreuve les différentes voies de satisfaction possibles. Ce qui, comme ça, corrèle cette distinction processus primaire au niveau de l'inconscient et secondaire au niveau du pré ou du conscient à l'opposition principe de plaisir, principe de réalité. Vous voyez qu'ici, processus prend une autre fonction, un autre sens qui est sens de fonctionnel. Fonctionnement de quoi? De l'appareil psychique. Donc ça, c'est la notion de fonctionnement, d'opérativité qui est en jeu au sein même de ce terme de procès. Alors ce qui me paraît important pour lui, c'est pourquoi procès devient nécessaire chez Freud pour penser cette fonctionnalité de l'appareil psychique. Parce qu'il s'agit de quitter les notions précédentes de la psychologie, notamment celle de acte, d'action, qui assigne un sujet, qui a un début et une fin. Donc passer de la représentation de l'acte relatif au sujet, avec son début, son choix, sa liberté, toute cette affaire-là,
le sujet classique si vous voulez, à l'opératoire et donc le processuel. Oui, alors il y a quelque chose qui se dessine, que vous voyez se dessiner à partir de là, qui est au fond la nouvelle matrice oppositionnelle de la pensée moderne entre ce procès, telle que la notion s'en élabore, et puis le sujet. Fameuse opposition sujet-procès. C'est la question de quoi, comment donc la notion de processus prend consistance par rapport au détriment de celle de sujet, aussi bien chez Marx que chez Freud. De quoi fait l'histoire? Non plus de sujet d'initiative, mais du processus interne découlant des contradictions sociales, économiques et sociales. Donc en remplacement du sujet acteur d'histoire ou initiateur d'histoire, le sujet comme étant compris dans cette logique processive de l'histoire. Bon, c'est un peu la même chose chez Freud, n'est-ce pas? Et donc cette difficulté pour nous, avec l'instauration de la pensée des procès historiques, psychiques, qu'est-ce qu'on fait du sujet? Qu'en reste-t-il du sujet? Et notre grand effort aujourd'hui pour essayer de le remettre sur pied, qui est l'effort de Lacan par rapport à Freud, ou disons de la philosophie moderne en général, est-ce qu'on laisse tomber le sujet ou est-ce qu'on le rétablit, bref, à partir ou à travers l'épreuve de cette pensée du procès. Alors quelqu'un qui a bien mis le doigt sur cette difficulté, sur ces difficultés, et donc que je vais suivre, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans son Condition de l'homme moderne, qui, je crois, elle mérite de nous exposer à la difficulté de cette notion de processus, j'ose pas dire un concept vraiment, et quitte à laisser ce terme lui aussi dans une assez large équivoque, mais donc de signaler à la fois à comment ce terme est devenu, disons, un mot que je déteste, incontournable dans l'élaboration des sciences modernes, et en même temps, restant équivoque, peut-être du fait qu'il est équivoque, il a cette opérativité. Vous lisez ça dans Conditions de l'homme moderne, quand il est dit « Ce qu'ont de commun toutes ces théories, en diverses sciences, économie, histoire, biologie, géologie, c'est le concept de processus, qui était pratiquement inconnu avant les temps modernes. » Bon, là, elle met le doigt sur ce que je viens de dire. Comme la découverte des processus par les sciences naturelles avait coïncidé avec la découverte de l'introspection en philosophie, alors là, ça me paraît peut-être plus douteux, n'est-ce pas? Parce qu'on a cette diversité des sciences avec un même usage du terme processus, l'usage d'un même mot, l'usage d'un même mot, mais est-ce le même sens? Donc, comme la découverte des processus par les sciences naturelles avait coïncidé avec la découverte de l'introspection en philosophie, je ne sais pas très bien ce que c'est, l'introspection en philosophie, il est tout naturel que le processus biologique qui se déroule en nous soit devenu éventuellement le modèle du nouveau concept. La phrase d'Hannah Arendt, elle marche sur la pointe des pieds, là. Parce que, dans la même formule, il est dit, il est tout naturel. Tout naturel, en philosophie, c'est toujours un peu suspect. Il est tout naturel que le processus biologique qui se déroule en nous soit devenu éventuellement, alors tout naturel, éventuellement, le modèle du nouveau concept. Dans le cadre de l'expérience libre à l'introspection, nous ne connaissons qu'un processus, celui de la vie, dans nos corps, et la seule activité dans laquelle nous puissions le traduire et que lui corresponde, c'est le travail. Bon, en tout cas, il y a ceci qui est clair, c'est qu'il y a cet usage dispersé d'une notion de processus avec, au travers des différentes sciences, mais avec une hésitation sur le modèle. Est-ce le modèle vital? C'est ce qu'elle semblait dans un moment et qu'elle fait dire à Marx notamment. Marx fonda toute sa théorie sur le travail et la procréation conçue comme deux modes du même processus de fertilité vitale. Donc, est-ce qu'on peut ranger ces divers usages, la pensée processus, sous une même expérience ou une même catégorie qui serait celle de la vitalité? C'est la question qui reste en tout cas non tranchée
et qui me fait donc que ce concept de processus, si tant est que ce soit un concept, reste équivoque, me semble-t-il, dans le champ opératoire européen, mais peut-être ceci par là qu'il a son opérativité. En tout cas, je voudrais juste signaler en passant que s'il y a une culture ou une pensée qui a, elle, élaboré de façon continue la pensée de ce que nous appelons, nous, processus en Europe, c'est la pensée chinoise. J'en dirai juste 2 mots parce que l'affaire sera trop longue, mais on peut comprendre pourquoi la pensée chinoise est une pensée du processus. Pensée du processus parce qu'elle n'a pas pensé l'être. Donc elle n'a pas pensé l'opposition de l'être et du devenir. Elle n'a pas pensé le temps, le fameux kata tentu chronou taxine d'Anaximandre, et qu'elle pense sur le mode de l'impersonnel. Elle n'est pas embarrassée par le sujet, pour dire les choses autrement. Vous savez que la langue chinoise s'exprime à l'infinitif, ce qui est pour nous l'infinitif, donc sans sujet explicité nécessairement. Qu'est-ce qu'une langue qui ne conjugue pas? Et qu'elle n'a pas pensé sous la figure de l'acte, du début, de la rupture, de la liberté. Bref, tout ce que je désigne ici négativement dessine positivement comment elle n'a cessé de penser ce que j'appelais la processivité, la processualité. Bref, qu'il y a du cours qui avance, sans le ranger du côté du progrès. Jacques Lachine était à l'aise pour penser le processus. Elle n'a pensé que ça. Sous le terme de ciel, le cours du ciel, sous le terme de Tao. Elle ne pense que ça parce qu'elle ne pense pas en termes d'être et de devenir, en termes de temps, en termes de début, en termes de sujet. Bref, il y a quelque chose qui... alors je n'ai pas le temps de le développer, mais... vous savez, on dit souvent que voir avec 2 yeux ne fait pas mieux voir qu'avec un œil, mais on voit en relief. Eh bien, c'est un peu cette binocularité-là que j'essaie de développer dans mon travail pour voir en relief quelque chose comme le processus. Le voir en relief, c'est-à-dire le voir dans ce qui est sa singularité, et peut-être une certaine difficulté à le penser côté européen, compte tenu des précédents européens si lourds, de l'être, du devenir, de l'action, etc., et au contraire de ce qui s'y prête si aisément du côté chinois. Bon, je vais aller très vite, mais je signale juste quelques points qui sont que la pensée du processus en Chine n'est pas contaminée par celle du progrès. Le progrès, c'est une idée occidentale qui s'est imposée en Chine fin XIXe siècle, quand l'Europe est allée en Chine et a imposé sa pensée, et que, au fond, ce que pense la Chine, du point de vue moral, c'est la régulation. La régulation, c'est donc éviter la déviation et donc permettre le renouvellement du processus. Un processus n'a pas de but. Un processus s'entretient, un processus se poursuit, se prolonge, ne cesse de procéder. Et donc, pour qu'il puisse procéder, il faut qu'il ne se dérégule pas, qu'il ne dévie pas. C'est le grand éloge qu'on fait du ciel en Chine. Le ciel ne dévie pas, donc le ciel ne cesse de prolonger son cours. Jusqu'à la morale. La morale est pensée comme un cours, comme il y a le cours du ciel. Et donc, penser en termes de processus de la conduite, processus du cours des choses, avec une exigence morale qui est celle de la régulation. Non pas la règle, mais la régulation. La régulation, c'est ce qui maintient le processus en cours. C'est ce qui fait qu'il ne dévie pas et qui peut donc se prolonger. D'où l'importance en Chine pour justement dissoudre la pensée du commencement, du grand début, et penser les stades de gestation, les stades d'amorce, les stades où justement entre être et néant, les stades de transition fine, les stades où quelque chose ne fait que s'esquisser, qui va ensuite se déployer. Donc au lieu de penser en termes de rupture, de commencement, ce commencement de l'être ou du néant, comme dans la scène hegélienne, penser justement tout ce qui est de l'ordre des transitions subtiles, qui fait que la processivité ne s'épuise pas et qu'elle ne cesse de procéder. Bon, je vais là hâtivement, parce que je ne voudrais pas laisser tomber le 3e terme, celui d'événement. Alors, je dis équivoque du processus et statut problématique de l'événement. Est-ce qu'un événement, ça existe? Toujours en relation avec cette question de base ou de départ qui est comment penser ce qui nous arrive?
en termes de devenir, en termes de processus, en termes d'événement. Alors l'événement, c'est le terme inverse du processuel. Il y a 3 caractères au moins du processus, c'est sa continuité, sa nécessité interne, sa fonctionnalité. Or l'événement ouvre une perspective inverse. Sa soudaineté surgit, émergence. C'est rupture qui précède. Un événement se décale de ce qui a précédé. Sinon, il n'y a pas d'événement. Il faut donc qu'il y ait rupture. Et enfin, il est sans fonctionnalité. Il est ce que Nietzsche appelle, n'est-ce pas, cette Unschuld, cette innocence de l'événement, du Geschehen. D'où la question, si nous pensons tout en termes de processus, est-ce qu'un événement peut-il encore se penser ? Alors, la pensée de l'événement, je vais la prendre dans 2 lieux extrêmes. Et pour aller encore une fois, pour aller vite, à titre de repère. Vous voyez, ce que je fais aujourd'hui, c'est une sorte de balisage de ce dont on a, dont on dispose de notre stock notionnel pour penser cette chose qu'il faut penser, à savoir ce qui arrive. Et disons, comment à partir de là, concevoir l'existence. Alors, s'il y a un lieu premier, à mon sens, de la pensée de l'événement, ce n'est pas chez les Grecs, je l'ai dit, de même qu'il n'y a pas la notion de processus chez les Grecs, c'est dans la pensée chrétienne, ou précisément, dans la lecture que j'en ai, chez Jean, dans l'évangile de Jean. J'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer un peu là-dessus. Ça pose la question du nouveau dans la pensée. Est-ce qu'il y a de l'événement dans la pensée ? Je pense que là, oui, chez Jean, dans son prologue notamment, dans ses premiers mots, il y a de l'événement, quelque chose qui arrive, une émergence, avec sa soudaineté, qui est que Jean articule le devenir dans l'être. Au lieu de les opposer, et il parle en grec, il pense en grec, au lieu de les opposer, les articuler. Car au départ, c'est l'être, texte est sans ambigu, anarché en o logos, au commencement était le logos était face à Dieu, Dieu était le logos, bon. Le logos était Dieu plutôt, theos en o logos. Outos en anarché prostanteon. Et lui, celui-ci, il se trouvait face à Dieu. Et brusquement, soudainement, un véritable événement de pensée. Donc, lui était au début, anarché prostanteon, panta diotu gaieto. Tout devint à travers lui. Alors on passe de l'imparfait de l'être à l'aoriste du devenir. Egeneto, ginestai, devenir, donc de l'ordre de la génésis. Donc vous voyez cette chose extraordinaire où Jean articule dans l'imparfait de l'être, il loge, il introduit à travers la figure du Christ. Le Christ est à la fois celui qui était, depuis toujours, face à Dieu, et en même temps celui par qui devint tout. Tout devint, tout advint à travers lui. Donc il y a une articulation qui est ici un coup de force prodigieux, parce que c'est dit en grec néanmoins, pour articuler le été de l'éternité et le advint, devint, advint de l'événement dans sa radicalité. Et donc c'est le Christ qui est la figure christique, qui est le lieu d'articulation de cette éternité de l'être et de cette émergence de l'événement. Bon, j'ai eu l'occasion d'exprimer là-dessus, donc je ne vais pas le redire. Tout ce prologue de Jean fonctionne autour d'une même formule verbale, egeneto, devint, advint. Quand vous lisez ce texte dans les diverses traductions qu'on peut trouver aujourd'hui, il y a une variation du traducteur qui essaie de varier, parce qu'il ne faut pas ennuyer son lecteur, n'est-ce pas ? Donc non, il faut prendre le grec comme il est. Et s'il y a le même mot egeneto qui revient chaque fois, il faut le garder comme il est, parce que c'est comme ça qu'il y a un milliard de concepts. C'est qu'effectivement, Jean ne fait que état de ce qui advient, devient, advient. C'est donc le récit de ce qui ne cesse de venir. Devenir et devenir de façon féconde, donc d'advenir. Donc quand il est dit... advint un homme dépêché par Dieu. Le monde advint à travers lui. Le logos advint chair. La grâce et la vérité advinrent à travers Jésus-Christ. C'est toujours le même verbe.
egeneto. Donc chaque fois le traducteur varie, mais non, il faut garder la radicalité de ce verbe qui fait concept. Qui fait concept parce qu'il structure toute la pensée à partir d'une possibilité qui est celle de l'événement. Et toute la suite de l'évangile de Jean est construite ainsi. On ne dit pas il y a eu les noces de Cana, on dit il advint les noces de Cana. On dit une scission advint chez les Juifs. Toujours egeneto, le même verbe, n'est-ce pas? On dit non pas, formule un peu bête, veux-tu guérir, mais veux-tu l'événement de guérison? Est-ce que tu veux devenir saint? C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes l'événement de la guérison en toi? Bon, je ne vais pas développer ça, je l'ai en plus et créativement il y a quelques années, mais ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, le christianisme est la pensée qui a enfanté la possibilité de l'événement. Le christianisme, ce n'est pas de croire à un événement, la résurrection du Christ ou un autre événement possible, c'est de croire qu'un événement est possible. C'est de développer au maximum, dans ce maximum de rigueur, l'idée d'événement comme étant ce qui rompt avec le précédent et ce qui fait advenir quelque chose de nouveau, ou d'imprévu, ou d'inouï. Bref, quelque chose qui, disons... Et la question, c'est donc, est-ce qu'un événement est possible? Si je le résume brillamment, je dirais que les Grecs, ni les Chinois, n'ont pensé l'événement. Car l'événement, si je le suis dans Jean, c'est à la fois ce caractère décisif, tranché, décisif et discret de l'événement. L'idée qu'un événement peut tout changer. C'est ça que dit le christianisme de Jean. Un événement peut tout changer. Ce n'est pas tel ou tel événement. Ou croire à l'événement, c'est penser l'événement dans ses radicalités et qu'un événement, s'il est possible, oui, effectivement, peut tout changer. Ainsi, on peut devenir d'infirme qu'on était, on peut devenir, c'est pas, en bonne santé. Un événement peut faire entrer dans une toute autre vie, de sorte que par lui, de l'impossible devienne possible. C'est ça l'événement. De l'impossible, de l'inouï, c'est pas, s'effective. On le voit d'autant plus dans le texte de Jean parce que quand l'événement est à ce point décisif, le plus souvent, de l'extérieur, on ne l'aperçoit pas. C'est là la grande chose de Jean, n'est-ce pas? C'est que plus l'événement est décisif, moins on s'en rend compte. C'est ce qu'il fait quand il dit le Christ est parmi vous, vous ne le voyez pas. Il est parmi vous et vous ne le voyez pas parce que justement, l'événement, dans sa radicalité, s'enrobe d'une sorte de cocon, n'est-ce pas, de banalité. Et percer le cocon du banal pour faire émerger cet impossible qui devient possible, c'est ça la puissance de l'événement. Et le plus intéressant dans cette affaire, c'est comment, à partir de là, il y a donc l'imparfait de l'être, était, le Christ était face à Dieu, il y a l'aoriste de devenir, tout advint, devint à travers lui, et puis tous les devenirs que j'ai évoqués, egeneto, chaque fois il devint de façon féconde, donc il advint, cet advenir qui engendre l'avenir, qui est donc et au parfait, le même verbe devenir, mais au parfait, l'advenu. Et l'advenu, c'est quoi? C'est la vie. La vie, c'est le résultat du devenir. C'est l'advenu de la vie. L'advenu, c'est... Si vous avez juste la phrase suivante, toujours du même prologue de Jean, quand il est dit, donc, au début était le Logos, bien, celui-ci était au début face à Dieu, toujours le était imparfait de l'être, de l'éternité, puis, formule suivante, panta dio tu geneto, tout devint à travers lui, et sans lui, rien n'advint, donc c'est bien lui qui est le creuset du devenir, creuset au sein de l'être, mais faisant événement, rendant possible l'advenir, ogegonen, enoto, zoen, l'advenu en lui était la vie. On retrouve était. L'advenu en lui était la vie, donc la vie c'est quoi? C'est la réalisation de l'événement. Cet advenir, c'est ça qui fait la vie. La vie n'a rien d'autre
que cet advenir ouvrant du possible, ne cessant d'ouvrir du possible. Donc, tout advint à travers lui. L'advenu, je le dis, l'advenu en lui était la vie. C'est-à-dire que Jean pense le statut consistant, positif du devenir comme un advenir pour penser le plus radicalement la vie. La vie, en fait, c'est de l'advenir, comme ça, qui ne cesse de déployer sa possibilité. La vie, comme, autrement dit, comme l'effet déployé, l'effet résultatif, c'est pour ça que c'est imparfait, l'effet déployé continu de l'advenir, inouï comme il est. Bon. Oui, donc pensée risquée de l'événement. Un événement est-il possible ? J'en prendrai une version contemporaine, mais qui pose la même question, c'est-à-dire qui fait apparaître comment un événement est problématique. Comment il est problématique et donc nous porte à la limite de la pensée. J'ai évoqué Jean rapidement. Je me référais juste pour finir à ce qu'on en trouve chez Badiou. Bon, de Jean à Badiou, d'ailleurs, c'est bon comme transition. C'est pas Paul, c'est Jean. Mais disons, au fond, c'est la même question dans l'histoire. Est-ce qu'il y a du possible, est-ce qu'il y a du nouveau possible dans l'histoire ? C'est la question. Est-ce qu'il y a du nouveau possible dans l'histoire ? Donc, au fond, cela s'enchaîne bien. Et donc, la pensée de l'événement chez Badiou, dans L'être et l'événement, ce qui s'enchaîne bien, pourquoi ? Parce que c'est l'événement pensé contre l'être. Donc, on est bien dans une tradition rivée à l'ontologie. Et d'autre part, parce que l'événement pose autant de problèmes chez Badiou que chez les précédents. S'il est localisable, l'événement, il n'est pas, comme il dit, présentable. Je prends un exemple tout simple, celui qu'il prend d'ailleurs, la Révolution française. Comment analyser ça ? Il y a ce qu'on appelle le site. Le site, c'est on coupe une tranche dans l'histoire de France et on dit 1789, 1794. C'est les dates que retient Badiou, parce que la suite, évidemment, il ne la veut pas. Donc, on a cette tranche-là. C'est le site. C'est là où ça a lieu. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie de dire la Révolution française par rapport à ce site-là, de 89 à 94 ? Quel est le rapport entre l'événement et son site ? C'est là que la question devient problématique, intéressante, parce que problématique, parce que c'est paradoxal. L'événement, soit vous le pensez par anticipation, je veux faire la révolution, soit vous le pensez par rétroactivement, comme un constat. Il y a eu la révolution. Mais donc d'abord, elle est dans cette projection ou, disons, rétrospection. Mais qu'en est-il du moment même de l'événement ? Et puis, il y a une duplicité de l'événement. D'une part, il est localisable, j'ai dit, son site, 4 ans, ou 5 ans de la Révolution française. D'autre part, il est lui-même. Alors, quelle est la consistance de l'événement par rapport à son site, au site où il se situe ? Quelle est sa consistance propre ? Ou, pour prendre les termes de Badiou, quel est cet effet de 1, peut-être forcé, par rapport au divers infini, illimité, de ce qui s'est passé pendant 5 ans en France ? Et qu'on va comme ça mettre dessous ce qui se présente sous l'énoncé « la Révolution française ». Donc il y a quelque chose qui est cette tension, en tout cas, entre cette diversité extrême et puis ce qui se localise, mais qui peut-être se présente de façon forcée sous le titre « La Révolution française ». Un événement composé d'une part des événements du site, mais d'autre part aussi de lui-même, en tant qu'il est l'événement, cet événement, la Révolution. Donc ce rapport de 1 et du multiple, cet effet d'un, ce forçage d'un au sein de cette multiplicité. Ce trait d'un
comme dit Badiou. Vous savez que l'être événement, c'est écrit entre Heidegger et Lacan, donc vous avez toutes les formules et les mathèmes que je laisse de côté. Donc en tout cas, il y a bien ça, ce trait d'un, peut-être ce forçage d'un, par rapport à ce qui est la situation historique elle-même. Donc c'est un multiple et à la fois un singulier. Multiple par diversité de tout ce qu'on peut comme ça découvrir dans ce site de ces 5 ans, et unicité de ce qu'on pose comme ça dessus, comme étant la Révolution française. Avec donc de l'indécidable dans ce rapport de l'un à l'autre, et finalement cette alternative à partir de 2 hypothèses contraires, ou bien l'événement appartient à la situation, se fond en elle en quelque sorte. Mais alors, on voit bien qu'il y a un effet d'événement qui est perdu, c'est que l'événement, il mobilise et il trie les éléments de la situation en général en y ajoutant cet énoncé-là qui le présente, signifiant la Révolution française. Ou bien l'événement n'appartient pas à la situation, mais alors il ouvre sur le vide. De la formule paradoxale de Badiou, je regarde cet aspect de paradoxe. Ultra 1, nommant le vide. Ultra 1, nommant le vide. Ultra 1, parce que c'est un forçage d'un, ce trait d'un qui fait qu'on unifie cette diversité extrême de l'histoire de 5 ou 10 ans sous ce trait d'un qui est la Révolution française, et qui est ce rapport intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur parce qu'à la fois, il vient en plus, comme l'événement, surnuméraire, dit Badiou, par rapport à cette complicité interne qui est celle de l'histoire elle-même dans sa situation. En tout cas, on retrouve la même tension entre l'être et le devenir sous la figure d'événement que dans l'ontologie. Donc vous voyez qu'on n'en sort pas de cette histoire. Et par rapport à quelque chose qui me paraît essentiel à penser, qui est est-ce qu'un événement, ça existe ? Là encore, si j'avais le temps, j'évoquerais la pensée chinoise comme cas extrême où, comme tout a été pensé du processus, il n'y a pas de pensée possible de l'événement. Puisque tout s'est pensé en termes de voie, de cours, de régulation, d'amorce infime du changement, de transition subtile, pas d'événement possible. Ce qui fait d'ailleurs comprendre anecdotiquement, enfin historiquement, de façon un peu anecdotique, pourquoi le christianisme n'est pas entré en Chine. Parce qu'il y a une pensée de la régulation du processus, l'incongruité de l'événement est entière, n'est-ce pas ? Elle ne trouve pas à se justifier. Il y a une sorte d'impossibilité à penser l'événement comme nouveau possible, donc dans son effet de rupture, dans son effet d'inouï, au sein d'une pensée qui est une pensée du processus, donc de la processualité, de la capacité processive, celle du ciel, tant célébrée en Chine, qui donc dissout d'effet cette possibilité d'émergence d'un événement. Si on pense en termes de transformation silencieuse, autre façon de dire le processus des choses, eh bien, il n'y a que des transformations silencieuses. Et l'événement n'est que l'affleurement sonore de la transformation silencieuse. C'est le trait d'écume qui apparaît de la vague en transformation. Donc, l'événement n'étant que ce pelliculaire, au mieux ressent le cours des choses dans leur processualité. Donc, je pense c'est ça qui inquiète la pensée de l'événement, qui est, est-ce que ce n'est pas une pensée en fait mythologique, n'est-ce pas ? Cette idée d'un nouveau possible qui puisse faire comme ça effraction dans la continuité des processus. Est-ce qu'il n'y a pas que des processus plus manifestes ou plus latents, avec des transitions plus subtiles et des événements plus comme ça imposants, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait toujours que du cours, que de la processivité, de la processualité, et de quel droit introduire comme ça cette inouïe dans l'histoire qui serait celui d'un événement ouvrant un nouveau possible. Autrement dit, l'opposition, c'est entre tête de terme, rencontre ou résultat. Si vous pensez la rencontre, il faut penser la rencontre pour penser l'événement. La rencontre, c'est pas comme dans les romans. Quelqu'un rencontre quelqu'un, il y a un événement qui se passe. Il y a de l'événite, il y a du surgissement, il y a un possible qui s'ouvre en rupture avec ce qui a précédé. Ou alors tout est résultat, tout est affleurement sonore de transformation silencieuse, tout est résultat, ça c'est l'option chinoise, donc on n'a que du résultatif et se comprend pour l'événement, d'autant plus sonore qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait précédemment
préparé, se comprend comme ça, isolément, à titre d'événement. Donc moins vous savez détecter les transformations silencieuses en cours, plus le surgissement de l'événement vient vous frapper en plein visage parce que vous n'avez pas vu tout ce qui va silencieusement cheminer. Donc il y a cette alternative qui est soit privilégier la figure de la rencontre, donc du possible qui s'ouvre, de son inouï, soit au contraire cette processualité sans fin, conduite de façon interne par sa régulation et qui ne cesse d'opérer. Alors voilà, tout ça a été hâtif, mais pour nous laisser devant ce constat, qu'avons-nous en somme pour penser ce qui arrive ? Un terme suspect, le devenir, pris comme il est dans le conflit de la modernité contre l'ontologie classique. L'ontologie classique qui le dévalorise, ou bien la modernité qui le valorise, le promeut, tout cela toujours en conflit avec l'être. Un terme équivoque, le processus. Terme non intronisé, mais introduit par la bande dans la modernité. Terme indispensable. Indispensable aux sciences, dans leur diversité, mais de façon équivoque, dont on ne sait pas quel est le modèle premier, est-ce vraiment le vital ? Et équivoque parce qu'il couvre des sens divers, se tourner vers le progrès d'une part, le fonctionnel de l'autre, ou l'opératoire, et même le process, comme on dit en langage managérial, donc la technicité. Et puis, un terme problématique ou énigmatique, l'événement, pensé à l'inverse du processus, à son revers, au point qu'on ne sait pas s'il existe effectivement, ou de quelle nature est son existence. Mais cette diversité, même cette hétéroclite, sont irréductibles. Au mieux, nous concluons sur un triangle, 3 termes en tension entre eux. Mais même de ces 3 angles, aucun n'est assuré. Alors, faut-il vouloir réduire de force cette diversité ? Au fond, ça pose la question, comment penser ? Est-ce que penser, c'est réduire de force cette diversité, non seulement des termes, mais des perspectives engagées, ou est-ce que c'est l'entretenir ou la travailler ? Faut-il vouloir réduire de force cette diversité ? Peut-être devons-nous plutôt l'habiter et maintenir en tension la pensée. Peut-être cette diversité, non réductible comme elle est, laisse-t-elle apparaître, exprime-t-elle, non subsumable comme elle est, pas de couvercle. Ce qui est le terrain d'exercice de la pensée, dans cette diversité même, au lieu de céder à la tentation de l'un. La grande tentation philosophique qui est de ranger sous l'un, n'est-ce pas ? Non, accepter cette pluralité qui travaille ou qui nous fait travailler. De sorte que serait légitime, finalement, cette dispersion non seulement des notions, mais aussi de leur mode incertain d'assertion. J'ai dit suspect, énigmatique, équivoque, bref. Je crois que la pensée doit savoir habiter cette diversité des perspectives, travailler dans cette pluralité, au risque sinon d'un forçage unitaire et péremptoire. C'est peut-être un tel forçage unitaire, péremptoire, trop commode, qu'on aurait trop hâtivement nommé Dieu. Souvenons-nous de Nietzsche, la phrase très belle de Nietzsche quand il dit « Dieu est une réponse trop grossière ». Faustgruppe. Une réponse comme le poing, n'est-ce pas ? Le poing serré, Faustgruppe. Solution trop grossière et que le fameux « Dieu est mort » a enterré. Ça, c'est pour la prochaine fois. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.